Bonjour à tous, amis de la RH. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jennifer Ems-Akopian, Head of L&D pour les headquarters d'une très belle maison du luxe international. Alors bonjour Jennifer. Bonjour. Ravie de te rencontrer. Alors tu as un parcours qui est ultra intéressant dans le milieu du learning parce que ce qui m'intéresse, c'est que tu ne viens pas du learning à l'origine et que tu as même une coloration, on en parlait tout à l'heure un peu en off, assez business et projet. Alors avant de débuter, je te pose une question que je dois reposer à mes invités à chaque fois. Quel était le métier que tu souhaitais faire quand tu étais petite ? Alors, on va dire que ce n'était pas le learning parce que je connaissais pas vraiment ce métier à ce moment-là. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Je sais ce que je ne voulais pas faire. Mes deux parents étaient professeurs et je savais que je voulais pas être professeur parce que je voyais vraiment, c'est un métier très important. Je dis merci à tous les profs, donc, même les profs de mes enfants par exemple. Mais c'était un métier assez ingrat, je trouvais, que les profs étaient vraiment là à délivrer des cours très intéressants. Et moi, j'étais élève, je me disais, mais ça m'intéressait pas forcément à chaque fois. Donc, je voyais le modèle à la maison. Et je me disais, ce n'est pas pour moi. Mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, dans le learning où je me suis retrouvée dans le privé aussi proche du poste de mes parents, du métier de mes parents que je pourrais être. Donc, c'est vraiment le cercle où je me suis retrouvée ici, mais c'est merveilleux. Et toi aussi, aujourd'hui, maintenant, tu formes. Et maintenant, je forme, c'est ça. Je forme, mais je forme les adultes. C'est peut-être ça la différence. Est-ce que tu peux revenir un peu sur tes études ? Est-ce que du coup, pareil, est-ce que tu étais un peu par opposition ? Tu as choisi une voie en te disant, voilà, c'est un peu généraliste et on verra ce que je fais après ? Ou au contraire, tu avais déjà une vision très claire ? Pas une vision très claire. En Angleterre, on a tout est ouvert. On n'a pas besoin de choisir sa voie. Donc moi, je suis britannique. J'ai fait mes études en Angleterre et j'ai fait des études via ma passion. Donc ma passion, c'était le français, les études de langue. Tu as vraiment un français qui est excellent. Il n'y a même pas une toute petite touche d'accent qui peut pointer, mais vraiment bilingue totalement. Et donc, c'était ça vraiment ma passion. Donc, je savais toujours que je voulais travailler avec le français. Je ne savais pas exactement quoi, mais je voulais utiliser cette passion pour la langue, la culture, les gens en France. Donc, j'ai fait des études de français. À la suite, j'ai fait une année sur le business management parce que même si on dit que la voie est ouverte, je me dis ça serait bien de quand même réfléchir un peu à qu'est-ce que ça veut dire de travailler en entreprise, les ressources humaines, les systèmes d'information, etc. Donc, j'ai fait une année un peu de transition pour arriver vers le monde de l'entreprise avec un stage. Et le stage que j'ai fait était à la Chambre de commerce française à Nantes pour ensuite trouver mon premier poste qui était à la Chambre de commerce française en Grande-Bretagne. Et là, tu étais basée un petit peu en France, ensuite en Grande-Bretagne. En France. Donc, le stage était en France et après, c'était en Angleterre. Excellent. Et ensuite, tu n'es pas tout de suite arrivée dans le monde du learning. Tu as continué plutôt dans le projet, puis dans le business. Tu peux nous raconter un petit peu ? Exactement. Donc, j'ai fait à la Chambre de commerce, j'ai fait 2 postes, donc conseiller des sociétés françaises. Ensuite, j'ai travaillé dans l'événementiel. Et par la suite, j'ai travaillé dans une société d'assurance, Zurich Assurance, pendant 1 an. Et puis, j'ai travaillé dans le monde du start-up, qui était un peu avant l'ère des start-up. Avant l'époque de la Start-up Nation. Exactement. Donc, j'ai découvert ce monde. J'étais plutôt chef de projet pendant cette période et avec toujours cette passion. Donc, je suis toujours quelqu'un de très organisé. Donc, ça m'a vraiment permis de rentrer dans ce monde de start-up parce qu'ils étaient à la recherche de nouvelles personnes. C'était vraiment un moment de boom. Et j'ai pu évoluer au sein de l'organisation et trouver une mission en France. Donc, j'ai pu lier les 2 passions. Donc, à ce moment-là, la gestion de projet et la France. Et qui dit boom pendant cette période dit aussi bust. Donc, ils ont fait faillite. J'ai été licenciée et j'ai continué mon parcours. Et je m'arrête un peu sur cette expérience de start-up parce que ça me fait penser à quelques parcours. Je pensais à Morgane Vidal, qui est du coup la Head of L&D de maintenant Veolia et qui a aussi été en start-up à l'époque au lancement de Talentsoft. Je pensais à Isabelle Mancel, qu'on a reçue il y a à peu près 2 semaines, qui était la Head of Innovation de Thales et qui a aussi bossé en start-up. Qu'est-ce que toi, tu retiens de ton expérience en start-up ? Je retiens la notion d'agilité, de pouvoir et de devoir agir assez vite.
y a un terme quick and dirty, donc je dirais pas que c'est quelque chose que j'utilise aujourd'hui, mais on se permet aller vite. C'était le moment où on était en open space, c'était très informel. Je pouvais être assise à côté d'un développeur, donc j'aimais bien ce partage, cette possibilité de découvrir les métiers des uns et des autres, parce qu'on était assis à côté des uns et des autres, des métiers complètement différents. Tout allait très très vite. Après, je suis arrivée dans un grand groupe, mais je voyais vraiment la notion de start-up sur les ressources humaines qui n'étaient pas toutes mises en place, la retraite qui n'existait pas, qu'il fallait cotiser tout seul, etc., etc. Donc, il y a des choses très 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 positives. Il y a aussi des choses où on dit oui, c'est perfectible, mais ça nous apprend énormément. Super intéressant. J'étais ravie de cette expérience. Et après cette première expérience, du coup, en start-up, tu décides de rejoindre du coup une plus grosse structure. Tu peux nous raconter? Et alors, j'avais rencontré mon futur mari en entre-temps. Donc, je suis venue, donc le start-up était en Angleterre. Je suis venue en France et j'ai rejoint un grand groupe, effectivement, à ce moment-là. Et j'ai pu utiliser l'expérience événementielle que j'avais en début de carrière pour vraiment rentrer dans ce grand groupe sur un poste qui était par la suite learning, mais qui n'était pas nommé ainsi à mon arrivée. Donc, c'était vraiment une façon de lier ma connaissance du marché en Angleterre, comment s'occuper des VIP dans les événements en Angleterre, pour ensuite rentrer dans ce monde. Parce que du coup, tu étais sur un poste qui était plutôt transverse, un peu de coordination. Exactement, j'étais sur un poste plutôt de coordination de l'université d'entreprise de ce grand groupe. Et là, tu vas faire tes classes dans un groupe qui est vraiment un groupe avec des codes du luxe. Comment est-ce que tu peux nous expliquer finalement cette culture? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui change en fait? Est-ce que la population de collaborateurs a une maturité différente, des enjeux différents? Je pense que le milieu me reflétait. Moi, j'étais vraiment à l'aise parce que il y a une recherche d'excellence, une recherche de créativité, d'innovation, que peut-être est venue un peu plus tard, mais l'excellence était vraiment dans mes gènes. Je suis quelqu'un qui veut vraiment fournir un travail vraiment accompli et qui répond aux exigences. Et donc ça, j'ai retrouvé au sein de ce grand groupe. Et comment est-ce que tu as fait, toi, qui ne venais pas du learning, tu vois, pour t'immerger dans cet univers, pour monter en compétences? Alors, je sais qu'entre-temps, tu collectionnes un peu les certifications, t'es formé MBTI, facilitation, coaching, enfin, j'ai pas tout cité, c'est pas exhaustif. Mais comment t'as fait pour monter en compétences et quelque part, je vais pas dire construire un peu ta street credibility dans le milieu, mais tu vois le... Je vois tout à fait. En fait, la rentrée était vraiment sur mes compétences que j'avais à cette époque-là, qui étaient la gestion de projet, la gestion des événements. Donc, j'ai pu rentrer petit à petit. Donc, j'ai été embarquée petit à petit sur le contenu, la pédagogie des formations proposées. Donc, la rentrée était en douceur parce que c'était vraiment mes compétences. Et j'ai passé plusieurs années à travailler sur cette université d'entreprise pour ensuite arriver à avoir une proposition de poste. Et même là, à chaque fois, je dirais, des étapes de ma carrière dernièrement en France, j'ai dû montrer ce dont j'étais capable. Et avant de faire ce changement, je pense que c'était en 2011, où j'ai pris la responsabilité des formations qui étaient proposées à toutes les sociétés de ce groupe. J'ai fait un bilan de compétences. Donc, j'ai bien réfléchi à ce que je souhaitais faire. Et c'était un moment, je dirais, un peu phare dans ma carrière parce que ça m'a permis à vraiment réfléchir à ce que je pouvais proposer, sur quoi j'étais fort, etc. Et en réfléchissant à notre échange aujourd'hui, je réfléchissais à ce moment clé parce que j'ai rencontré plusieurs cabinets et à des cabinets qui étaient vraiment franco-français dans leur mindset et d'autres qui étaient beaucoup plus verts. Et il y en a un qui a dit, mais vos études, vous n'avez pas fait d'études en France, vous n'avez pas fait telle école, était bloqué là-dessus, mais ça existe toujours. Et il y en avait un autre, un monsieur qui a dit, mais votre parcours est exceptionnel, vous avez fait start-up, vous avez fait ceci, cela. Super riche. Ouais. Donc, c'était très intéressant de voir les façons différentes de voir le même parcours, la même capacité de réussite, juste en regardant mon profil.
Donc, j'ai fait bilan de compétences et j'ai postulé en interne pour un poste sur lequel j'ai été acceptée. J'ai été promue sur ce poste. Excellent. Donc, c'est petit à petit, je dirais. Et après, j'ai changé. J'ai pris un poste au sein du même groupe, au sein d'une société. Et là, je suis toujours dans le challenge de moi-même. Je me dis toujours, qu'est-ce que je peux apporter en plus? On organise un atelier en interne au sein de notre société, ma société actuelle, qui challenge les gens à réfléchir à leur plan de développement. Comment est-ce qu'ils peuvent designer leur propre plan de développement? Et j'ai un peu ce mindset, cet état d'esprit, parce que je me challengeais en arrivant dans cette société. Qu'est-ce que je peux faire pour être, on va dire le mot, employable, la bonne personne sur ce poste. Ça m'intéresse vraiment, Jennifer, parce que tu vois, l'employabilité des directeurs, des directrices learning, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On s'aperçoit qu'on est quand même sur un marché où les postes de directeur L&D explosent. Au même titre qu'avant, tu vois, il y avait un vrai buzz sur des postes de CMO, de directeur marketing ou autre. On voit que maintenant, le directeur learning, c'est devenu des postes qui sont bancables. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner, justement, j'allais dire en off, mais pas tout à fait en off, quels sont tes conseils pour bosser son employabilité quand on est head of L&D? Je peux partager ce que je fais. C'est pas forcément des conseils. Exactement, c'est en toute humilité parce que ça fonctionne pour moi. Peut-être ça ne fonctionne pas pour d'autres. Mais je me remets tout le temps en question. Et tu as parlé de mes différentes formations que j'ai pu suivre. J'ai fait une formation sur la facilitation, ce qui m'a apporté le lâcher-prise, entre autres. Mais j'utilise cette compétence en interne, mais ça, c'était c'est très utile pour moi. J'ai fait une formation de coach, mais je cherche toujours à être la meilleure version de moi-même à l'intérieur de moi, mais aussi dans ce que je peux proposer à mes collaborateurs. Donc, je suis très fière de ce que nous apportons. Mais je me challenge systématiquement sur ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment est-ce que je peux apprendre des autres. Et donc, conseil, quelque chose que je fais en tous les cas de mon côté, c'est le networking, c'est de vraiment profiter des échanges avec des autres, d'aller dans ces échanges en win-win. Je ne suis pas là pour tout prendre. Je suis là pour apporter aussi ce que je fais et d'apprendre de l'un et l'autre. Et ce sont des moments, je dirais que c'est la chose que je fais qui est le plus intéressante dans mon apprentissage au quotidien. C'est vraiment d'échanger régulièrement avec des gens et à chaque fois, de n'importe quel échange, me dire que je peux apprendre quelque chose. Ça peut être un échange avec mes enfants même. Ça peut être un échange avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec le learning, mais j'ai toujours la question, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et tu vois, alors moi, ce qui m'a frappée, c'est en préparant, tu vois, cette interview, tu me disais, moi, je fais au moins 2-3 déjeuners par semaine de networking. Et pourtant, tu me confessais, tu me disais, écoute, c'est pas naturel pour moi. C'est vrai. Ce qui est fou. Et c'est sûr. Donc, dans mes différentes, un peu mon panier de compétences, je suis formée sur le MBTI, donc je me connais très, très bien. Je suis plutôt quelqu'un d'introversion. Et je le dis parce que c'est quelque chose avec le temps. Je sais pas si je te crois, j'ai des doutes. Ah, si, je t'assure. Je suis de préférence introversion, mais j'ai appris à partager ce message très important qui est le MBTI et les autres outils, parce qu'on peut avoir sa préférence au niveau outils, ne nous enferme pas. Il faut pas rester derrière la notion de je suis introversion, donc je ne peux pas. Je suis plutôt dans la planification, quand j'organise ces déjeuners, je pense à qui est-ce que je peux contacter, etc. J'ai pas une liste, mais je suis c'est pas forcément spontané, mais je vois l'intérêt et surtout je vois ce que ça m'apporte. Et quand on dit networking, j'ai un déjeuner aujourd'hui avec mes 2 ex-stagiaires. Je considère qui sont dans le même groupe que moi. Je les compte comme déjeuner networking aussi parce que je suis sûre que dans l'échange plutôt perso, on aura des moments d'échange qui vont m'apporter et qui vont me nourrir parce qu'on parle peut-être quelques moments sur un côté pro ou même pas. Mais quelque chose qui va me dire « Ah, mais c'est super comme idée, pourquoi est-ce que je fais pas ça ?» Ce qui me plaît beaucoup, c'est que parfois, tu vois, on imagine le networking comme forcément quelque chose de ultra VIP systématiquement. Donc, ça veut dire qu'il faut tout de suite déjeuner avec un de ses pairs, c'est-à-dire un directeur learning d'une autre maison, d'une autre fonction, d'une autre entreprise. Toi, finalement, tu ouvres les horizons et tu dis au contraire, ça peut être à la fois, tu l'évoquais, d'anciens collaborateurs, ça peut être peut-être des partenaires, ça peut être tout horizon finalement. Tu te mets en situation d'apprendre de
potentiellement n'importe quelle situation. C'est de tout horizon et d'apprendre de toute situation. Tout à fait. Jennifer, une chose qui m'intéresse, tu travailles avec des équipes qui sont nombreuses, tu dois gérer beaucoup de projets. Comment tu fais pour t'organiser? Parce qu'en plus, tu glisses les temps de networking dans tes déjeuners. Quelle est la clé? Quel est le secret? Alors, moi, je dirais, c'est comme nous entendons en tant qu'expert learning, nous entendons souvent, je n'ai pas le temps. Donc, on l'entend déjà de la part de nos apprenants. Si nous n'arrivons pas à mettre en œuvre ce qu'on leur dit, il y a un souci. Donc, on peut toujours trouver du temps. Il vaut mieux passer 1 heure et demie, et je sais que c'est plutôt la durée du déjeuner très français, mais bon, j'ai appris cette habitude française qui me va très bien, parce que ça m'apporte énormément. Il vaut mieux faire ça qu'à passer 7 heures ou cette demi-heure devant son PC avec un sandwich. Donc, je sors de ma journée, je termine ma journée nourrie. Pour revenir sur la question équilibre vie privée, vie pro, je pense qu'il y a un équilibre à avoir à la maison et d'être bien entouré. J'ai un super mari et je pense que ça compte énormément. J'étais en charge d'un projet pour les femmes dans le groupe dans lequel je travaille qui m'a envoyé en Espagne et j'ai entendu des femmes très seniors qui partageaient avec des femmes plutôt juniors leur expérience, comment elles sont arrivées à ce niveau de carrière. Et elle disait, choisissez le bon mari. Et donc, quelqu'un dans l'auditoire, dans le public, a dit, si je n'ai pas l'impression d'avoir le bon mari aujourd'hui, je fais comment? Je divorce. Et la personne sur scène disait, je ne sais pas, mais en gros, c'est à vous de décider. Bon, je suis pas là pour encourager le divorce, mais en tous les cas, pas du tout. Mais c'est dire, on est un partenaire. On doit trouver cet partenariat avec son conjoint, sa copine, sa femme, etc. C'est l'élément, je dirais, le plus important de ce que j'ai appris de ma carrière. Je sais que je peux... mon mari, il m'accompagne, je l'accompagne. On est là vraiment... on a 2 carrières. Et c'est ça qui est important. Et tu parlais de carrière, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que tu as bâti une vraie carrière ambitieuse, cohérente. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui souhaite du coup suivre un peu ses pas? Est-ce que tu vois une carrière comme la tienne, ça se construit parce que on a des mentors, parce qu'il y a des rencontres, parce qu'on a un plan de carrière? Enfin, quels sont les ingrédients clés, tu vois? Moi, je dirais c'est plutôt les rencontres. C'était être au bon endroit, au bon moment. Mais en même temps, on peut le faire, on peut le pousser, on peut aller à la recherche de... Quand je suis rentrée dans ce groupe, j'ai envoyé 200 CV pour avoir le poste que j'ai eu au démarrage. Donc, il faut créer la situation aussi, il faut créer le succès. C'est intéressant que tu dis que ma carrière est cohérente parce que il y a une cohérence qu'on peut effectivement créer un fil conducteur, mais c'était des opportunités et c'était de saisir des opportunités et surtout travailler avec ce que j'avais à apporter à une entreprise et ce qui m'intéressait. Aujourd'hui, un peu plus loin dans ma carrière, je suis vraiment dans quelque chose qui me passionne. Donc, si on peut faire quelque chose qui nous passionne, c'est encore plus intéressant. Vraiment, je me lève le matin et je suis ravie de faire ce que je fais parce que j'accompagne les collaborateurs à travailler leur employabilité, même si on n'utilise pas ce mot tout le temps. Mais je suis convaincue par le sens de ce qu'on fait, à quel point on accompagne les gens. Mais c'est opportunité, c'est oser, je dirais. Et ce que je me suis rendu compte dans ma carrière, c'est qu'il y avait des moments un peu moins... où ça a roulé un peu plus lentement, je dirais. Et par le changement, on voit ce dont on est capable. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est de dire, wow, là, je viens de me rendre compte que je peux faire ça. Je mets en place peut-être les apprentissages nécessaires pour y aller, mais je peux le faire. Et ce n'est pas trop tard. C'est surtout ça. Il y a Sheryl Sandberg qui appelle la carrière un jungle gym. Donc, ce n'est pas forcément linéaire. Et je suis convaincue. C'est mon expérience. Excellent. Et dans ce que tu dis, je reconnais beaucoup l'importance de la passion et d'être vraiment, tu es passionné par ce qu'on fait et c'est là où on est vraiment meilleur. Alors, Jennifer, je sais que si tu es une grande lectrice, est-ce que tu as des livres qui t'ont inspiré récemment ou des coups de cœur même de façon plus générale? Alors, je suis une grande fan de Carol Dweck, Dr. Carol Dweck. Donc, j'aime bien son livre, Growth Mindset. J'ai aussi lu dernièrement le livre de Daniel Pink,
Drive, donc où il partage les 3 éléments de la motivation, l'autonomie, la maîtrise et le sens. Et ça m'a fait énormément, ça m'a aidé énormément pour comprendre aussi pourquoi on fait ce qu'on fait, à titre individuel, mais aussi les collaborateurs. Hein. C'est qu'il explique que ce n'est pas forcément le salaire qui retient les collaborateurs. Donc, j'aime bien lire et effectivement, en introversion, comme je suis quelqu'un d'introverti, j'aime bien cette découverte, ce moment passé seul, mais j'aime bien aussi, comme je viens d'évoquer, le fait de passer du temps avec des autres. Donc, ça peut être networking, mais ça peut être n'importe quel moment. Hein. C'est vraiment d'échanger pour apprendre. Excellent. Tu mixes un peu les modalités pédagogiques. Finalement. Exactement. Je fais 70, 20, 10 tous les jours. C'est ce que exactement. Mais alors, il y a des gens qui critiquent, qui challengent ce modèle. Oui, on s'en fiche si c'est un autre pourcentage. Mais on sait que tout au long de la journée, tout au long de la vie, on va apprendre de ces différentes manières. Et dans le passé, on était très, très formaté, formation formelle. Et nous essayons, dans mon entreprise, de vraiment casser ça. Et je pense que je ne suis pas la seule, mais bon, je partage mon expérience personnelle, de casser ça et de dire qu'il y a d'autres manières d'apprendre et d'accompagner. On ne peut pas être là partout et on ne va pas surveiller les individus pour dire, alors, est-ce que vous avez échangé avec quelqu'un? Mais on va au moins apporter aux collaborateurs cette découverte que échanger avec un père, ça vous apporte parfois, ça vous nourrit, peut-être ça vous apporte autant que la formation formelle. Donc, c'est vraiment... Moi, je suis dans la recherche d'apprentissage. Excellent. Mais dans une vision qui est, je trouve, ultra ouverte et un peu décloisonnée. Et est-ce que, Jennifer, tu as une citation, une devise ou une espèce de motto qui t'inspire un peu au quotidien? J'ai une citation, j'ai noté pour ne pas l'oublier. Alors, c'est de ma chère Carol Dweck. Et je vais le citer en anglais et après je vais faire mon mieux pour le traduire. Donc elle dit « Why waste time proving over and over how great you are when you could be getting better ?» Pourquoi perdre ton temps à montrer à quel point tu es le meilleur quand tu pourrais t'améliorer? Donc pour moi, c'est vraiment cette notion de growth mindset, c'est de dire il y a le leadership, mais aussi d'avoir cette capacité à se remettre en question et d'essayer d'apprendre de chaque situation dans laquelle on se retrouve. Excellent. Ce sera les mots de la fin, Jennifer. C'était super inspirant. Moi, je retiens 3 choses de cet épisode. D'abord, j'aime beaucoup quand tu parles qu'une carrière, ce n'est pas linéaire. Et je pense que tu vois, les plus jeunes générations, Gen Z, Gen Y, se reconnaissent de plus en plus dans cette façon de voir les choses. Et on ne peut plus imaginer, comme auparavant, une carrière linéaire, 40 ans sans les mêmes boîtes. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui parle. Et tu parlais des propos de Sheryl Sandberg qui avait commencé effectivement à évoquer ce type de notion. Je pense que c'est quelque chose qui va trouver de plus en plus d'écho dans les années à venir. Je retiens également cette belle phrase. Tu disais, voilà, l'important, c'est d'être aussi la meilleure version de soi-même. Et ça, c'est quelque chose auquel je pense tout le monde peut s'identifier. Et je retiens aussi un conseil atypique qui était celui de bien choisir son mari ou son partenaire de vie. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage et on sent que tu parles en plus avec le cœur. Et ça donne beaucoup de poids à ton propos, donc merci. Merci à toi. Merci à très bientôt. Cet échange. À très bientôt, Amina RH.